beyond you. As we're walking away in the sunlight, we all want beyond your fences, beyond your. As we're walking away in the sunlight, we all want beyond your fences, beyond your fences. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Et oui, bienvenue sur Redline Radio, il est pile poil 20h17. T'écoutes Redline Radio. Tout le bassin lémanique de Vevey, Lausanne, Genève, vous écoutez Redline Radio sur le DAB+. Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch. Tu veux devenir mousquetaire? Eh bien, vas-y, c'est à toi. Un pour tous et tous pour un! Redline Radio. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche soir qui signifie la fin du week-end. Oh, mais bien sûr, l'émission Les Trois Mousquetaires. Ouais. Et ce soir, notre team habituelle, bien sûr, Les Trois Mousquetaires avec Monsieur Xavier. Salut, comment vas-tu, Monsieur Xavier? Eh ben, ça va très bien avec ce beau temps qu'on a eu tout le week-end et puis en plus, une superbe émission tous les dimanches, 13h-14h, le son latino, la Casa Latina. Hein, c'est vrai. Tu nous as mis le soleil dans la radio à défaut de l'avoir. Non, c'est vrai qu'on en avait aussi un petit peu. Un habitué aussi de chez nous, bien sûr, qu'on apprécie toujours de le recevoir. C'est bien sûr Monsieur Nicolas de chez Radio Rocher. Salut Nico, comment vas-tu bien? Mais ça va tout bien. Je sors d'un week-end hautement sportif cette fois-ci, puisqu'on a fait samedi, donc hier, la première diffusion en direct d'un match de foot sur Radio Rocher. Et puis c'était super drôle parce que ceux qui me connaissent savent que le foot et moi, on fait trois. Donc en soi, voilà, j'étais très très bien accompagné et ça s'est très très bien passé. 3 heures de direct en plein soleil. Donc d'où mes couleurs un peu estivales comme ça. Très bien. C'est vrai que nous, on sait que le foot, enfin, on va pas dire ce qu'on pense du foot, mais un jour, essaye le hockey, tu verras. C'est quelque chose qui va... Vite. Ça va beaucoup trop vite. D'ailleurs, on fait un gros big up à Monsieur Gaëtan Muller d'Unimix qui, on lui fait plein de bisous. J'aimerais juste, avant qu'on aille plus loin dans notre émission, que tu nous parles un petit peu de cette émission, les podcasts qu'on a diffusés cette semaine, justement, le dernier bateau. Est-ce que tu nous parlerais juste de ces podcasts? Mais avec grand plaisir. C'est un podcast que j'ai découvert. En fait, c'est Marie Geiser, sa réalisatrice, qui m'a contacté. C'est une connaissance de longue date à Neuchâtel, parce qu'à Neuchâtel, c'est bien connu, tout le monde se connaît. Donc, c'est une réalisatrice d'habitude active dans l'audiovisuel qui m'a contacté, qui a vu que j'avais lancé cette Radio Rocher et qui m'a contacté en me disant voilà, je me lance dans le podcast audio, dans le documentaire audio. Est-ce que ça te dirait de le diffuser? Et elle m'a fait écouter un premier épisode dont je suis tombé immédiatement amoureux. Donc voilà, c'était il y a quelque temps. On les a diffusés sur Radio Rocher ces 5 dernières semaines. Il y en avait un par semaine. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire découvrir aussi aux auditeurs et auditrices de Redline Radio. C'est passé la semaine passée, je crois, chez vous. Mais sinon, c'est disponible un peu partout sur les plateformes de podcast et comme ça. Donc
Donc celles et ceux qui auraient raté ces épisodes, Les peuvent malchanceux. les retrouver. Les malchanceux, oui. Donc voilà, un très beau projet et puis qui me conforte vraiment avec l'idée qu'on peut raconter des choses super belles rien qu'en écoutant quelque chose. Donc voilà. C'est vrai, on va faire un petit peu ce dicton-là. Ça passe un petit peu sur nos ondes. Redline Radio, il n'y a rien à voir, il n'y a qu'à écouter. Tiens, Voilà. je trouve ça assez intéressant. Dimanche soir, effectivement, eh bien, l'émission Les Trois Mousquetaires. Et ce soir, notre invité est absolument incroyable. On l'a déjà reçu, c'est vrai, dans le cadre de ta pièce de théâtre. Et puis, ce soir, on te reçoit dans un autre cadre. Et puis, je m'en réjouis. Est-ce que, au niveau de la présentation, tu présentes, mon cher Nico, cette fois, tu es prêt. Je m'excuse encore. Il faut savoir, d'ailleurs, notre réalisateur va nous mettre un petit plan large. Tu vois qu'il y a plein de place ici autour de la table. Si tu as envie de découvrir les métiers des médias et surtout le direct, savoir rebondir quand on te repasse le bébé et que tu t'y attends pas forcément, eh bien, une seule adresse email, eh bien, info@redlineradio.ch. Voilà, je crois que pour moi, eh bien, je vais faire la réalisation et laisser monsieur Nicolas au travail. Mais oui, c'est une artiste aux multiples facettes qui, du plus loin qu'elle s'en souvienne, a toujours joué la comédie, a écrit et a peint. Aude de Nexon a récemment présenté une sélection de ses créations à l'espace Desmar à Lausanne. Une première pour l'artiste originaire du nord de la France qui, après 15 ans de tournage effréné, décide de poser ses valises à Lausanne pour y reprendre son souffle. Bonsoir Aude. Bonsoir. Alors, il y a 100 000 choses à raconter sur toi. Artiste, peintre, comédienne, ensemblière, autrice. Le plus simple, je pense, c'est d'y aller chronologiquement. Tu grandis à Lille, dans le nord de la France. Ton papa est sculpteur et peintre. Comment était ton enfance? Qu'est-ce qu'il faut imaginer de la petite Aude qui est... Oh, petite... à l'époque. À l'époque, d'accord. de l'enfant Aude qui grandit à Lille. J'étais la plus petite, si, c'est arrivé. Je suis la cinquième, donc j'ai une grande sœur, ensuite 3 garçons, 3 frères triplés. Et puis je suis arrivée ensuite comme un cadeau, disait mon père, comme une surprise. Ma mère ne le racontait pas du tout comme ça, mais lui, oui. Et une enfance... toujours avec les yeux, je pense, tournés vers la vie, vers l'humain, vers l'art, puisque mon père était peintre et peintre-sculpteur, et qu'on voyageait, on allait dans des expositions et on apprenait à décrypter, à regarder tout le temps. Ton père, c'est Pierre Charlon, donc sculpture et peintre, effectivement. J'ai vu un film sur YouTube où il présente, où il crée une œuvre. Il part d'un bloc de granit et puis il attaque ce bloc avec des machines, des marteaux, des choses comme ça. Fougue. Avec fougue, mais quand même beaucoup de délicatesse et ça m'a assez fasciné. Est-ce qu'on retrouve dans tes œuvres, Aude, certains de ces gestes, des gestes de ton père? Alors moi, j'ai pas l'impression du tout, mais sûrement je crois vraiment que ce qui nous réunit, c'est la spontanéité, l'élan, l'instinct. Je crois vraiment qu'on laisse le cérébral totalement de côté quand on se met à raconter quelque chose. Lui avec la pierre, moi avec le papier, et qui a un état presque second, c'est un peu trop, hein, mais on se met quand même dans un état dans un élan créatif où le cérébral est de côté. Oui. On a parlé de ce petit film que j'ai vu et que j'invite évidemment tout le monde à aller voir sur YouTube. On voit ton père évoluer dans un espace en plein air, en plein soleil, on dirait comme ça. C'est là-dedans que tu as grandi. Enfin, moi, en plus, c'est un film en noir-blanc, donc ça évoque évidemment une certaine forme de nostalgie. Est-ce que c'est dans cet espace-là que tu as grandi, entouré de blocs de granit, d'outils improbables et puis de cette fougue créative de ton père? Le film est tourné en Limousin. J'ai passé toute une partie de mon enfance depuis l'âge de 5 ans. Moi, je suis une fille du Nord, de Lille, mais on allait tout le temps là-bas. Et donc, les lumières n'étaient pas les mêmes, les odeurs n'étaient pas les mêmes, la terre est très humide, il y a toutes les odeurs
de l'eau. L'eau est vachement présente là-bas. Et ça se retrouve énormément dans mon travail, complètement différemment ici, depuis qu'il y a le lac Clément dans ma vie au quotidien. Ça a tout changé. Mais cet espace-là, dans le Limousin, ça a été un grand espace de liberté. Et puis entouré effectivement de pierres, de granit. En fait, c'est exactement ça que tu as imaginé. C'est une image qui me plaisait beaucoup et je me réjouissais vraiment de te voir évoluer là-dedans, parce que ça doit être un terrain de jeu en plus magnifique pour un enfant. Ton père, d'ailleurs, t'a toujours regardé, perçu comme une artiste. C'est un beau compliment qui t'a fait. Alors, je ne sais pas s'il pourrait lui le dire comme ça, mais moi, je l'ai toujours senti. Et je crois qu'il n'avait pas le même regard sur ses filles que sur ses garçons. Peut-être une question de génération. Mais ma sœur et moi, nous étions regardés comme une artiste. Ça c'est intéressant parce que j'ai pour habitude de poser cette question-là à un musicien, de savoir que quand souvent des musiciens ont de la famille qui est justement issue de la musique, et toi, ton père était lui aussi artiste, typiquement sculpteur, tout ça, vraiment au niveau culturel. Est-ce que toi, ça t'a mis une certaine pression par rapport à ça, ou est-ce que toi tu t'es mis une pression parce que le mec justement il sait ce que c'est une truelle, il sait ce que c'est un pinceau, le fait que ton père soit clairement dans le milieu? Je crois que la place de l'artiste peintre sculpteur n'était pas la mienne et était la sienne. Je crois que longtemps j'ai pensé sans... Il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas cette volonté-là. Mais je crois que c'est... ma sœur et moi, on lui laissait cette place-là. Et qu'entouré de peinture, de sculpture en permanence, et que c'était quelque chose de quotidien et donc de normal chez nous, je ne les voyais plus du tout. Je ne voyais pas en fait les peintures et les sculptures. Elle faisait... non, je ne peux pas dire qu'elle faisait partie des meubles, c'est trop moche. Et c'est pas ça. Mais ça faisait partie de lui. Et donc, le parcours de se dire que je pouvais m'autoriser à prendre une autre place et non pas sa place, il a été long, oui. Ça faisait partie des meubles, tu n'aimes pas cette expression, et moi non plus, mais à quelque part, c'était son métier. C'est ça, c'est ce qu'on voit du métier d'un papa, peut-être. Et puis, ça faisait partie intégrante. Je ne dissociais pas le père du peintre sculpteur. Donc, j'ai mis un vrai temps à trouver ce chemin-là. Alors, on l'a dit dans l'intro, tu n'es pas que artiste peintre. Tu as très très rapidement eu la volonté de partir dans le métier des arts décoratifs d'abord. Des arts appliqués. Oui. Des arts appliqués, pardon. Et ensuite, tu t'es approché de la comédie en allant étudier à Paris. Et là, après, finalement, tu as travaillé comme comédienne pendant quelques années, mais tu t'es approché d'un autre métier, celui d'ensemblière sur des tournages de cinéma. Et c'est un métier, j'ai l'impression, qui est un petit peu méconnu. Est-ce que tu peux m'en dire deux mots? En quoi ça consiste? Eh bien, on raconte en volume, en matière, en accessoires, en mobilier, la vie des personnages, et on raconte une humeur, on crée des tableaux visuels, on fait des décors de cinéma, mais le pôle ensemblière, c'est travailler au pôle du mobilier et des accessoires, au service et du sens et de l'esthétique. Et donc on essaye de raconter au-delà du scénario, entre les lignes, de rajouter du coffre, de la chair aux personnages. On travaille énormément sur la psychologie des personnages. Chaque objet qui rentre dans un décor, il a une histoire. Rien n'arrive par hasard. Et puis ensuite, il y a parfois une identité de couleur. On ne s'autorise pas de blanc ni de noir parce que ça fait des trous dans l'image. Une identité de couleur parce qu'on fait un tournage qui se passe à la mer et du coup, le chef décorateur et le réalisateur, avec son chef opérateur à l'image et à la lumière, décident que quand même, il y a une espèce de camailleux autour des bleus, gris, verts qui va être dominant. Et puis, on va y rajouter des complémentaires, des orangés ou des bleus plus forts. Et tout ça, c'est un travail entre les costumes, le réalisateur, le chef décorateur et nous. Et nous, au mobilier et à l'accessoire, on est complètement dans l'identité esthétique et visuelle et artistique d'un réalisateur, d'un chef décorateur. Et ensuite, on y met réellement du sens.
Ce passage de l'avant de la caméra en tant que comédienne, actrice, à l'arrière en tant que technicienne, je crois qu'on peut le dire comme ça, Oui. c'est passé un petit peu par hasard. C'est un chef décorateur qui a découvert un jour tes aquarelles et qui t'a intégré à son équipe. Oui, alors moi, il y a énormément de hasard, de chance dans ma vie. Et puis, oui, j'avais fait des aquarelles de mon jeune garçon, qui avait, je pense, une ou deux années à ce moment-là. Et ça avait frappé dans l'œil d'un chef décorateur. Et puis, en fait, ça s'est fait très vite, quoi. Il y a eu une rencontre, un film, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis, du coup, j'ai constitué une espèce de boucle, et puis j'ai montré des choses, et puis voilà. Ça s'est fait, en fait. Et puis ça s'est fait, surtout, les films se sont enchaînés à une telle vitesse que je ne suis pas revenue sur les planches ou derrière la caméra. En fait, les opportunités m'ont emmenée ailleurs. Je les ai saisies. Et puis en arrivant ici, il s'est passé encore autre chose. Ouais. qu'on devine, évidemment. Mais cette notion de chance, de destin, quelque part, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces métiers, dans le monde du cinéma, peut-être français, parce que là, ça partait de Paris. Oui, je ne sais pas du tout. Je pense que de provoquer la chance, c'est aussi un talent. Que tu maîtrises, apparemment. Maîtrise, j'en sais rien du tout. Je fais qu'avec les accidents. En revanche, j'adore les accidents. Que ce soit les accidents dans la vie, on en fait un truc, les accidents sur le papier, en peinture et en dessin, j'adore en fait faire avec ça, trouver des chemins. Après, dans ces métiers, oui, c'est vraiment des opportunités qu'il faut savoir regarder, qu'il faut savoir saisir. Alors ça, tu le fais pendant une quinzaine d'années. Ensuite, tu arrives à Lausanne pour reprendre ton souffle, comme tu le dis dans ton dossier de presse. C'est pas la première fois que j'entends ça chez des intermittents ou des indépendants en Suisse, surtout dans ces domaines du cinéma. Peut-être juste une petite parenthèse sur le fait qu'on a, j'ai l'impression, dans ces métiers-là, tendance à parfois s'oublier soi-même quand on pratique ces métiers-là. Alors moi, j'ai réellement eu la sensation de vivre hier pour demain et sûrement j'en avais besoin, j'en avais envie, mais de me consumer, de me brûler les ailes, de faire 3 journées en une, de trouver des solutions fois 1000 tout le temps, de prendre un TGV, de sauter dans un autre, d'aller sur un décor, de le démonter, de le remonter. Ouais. Et à la fois, c'est extrêmement grisant sur le moment parce que peut-être on a l'âge, on a l'envie, on a une passion qui en amène une autre, et puis on apprend énormément, on apprend très vite, on va chercher, on va explorer en fait tout un tas de métiers, tout un tas de sujets vers lesquels on ne serait jamais allé. C'est des plateformes énormes d'apprentissage vers lesquelles on ne serait jamais allé. On rencontre des gens, enfin ça va vite, mais ça va tellement vite qu'à la fin d'un film, on tombe, quoi. Et moi, je pense que j'avais cette façon-là de travailler. J'étais surinvestie au point de m'approprier les personnages, les décors, de les mettre en vie, d'aller mettre une bougie pour que ça sente, par exemple, la cire, si c'était dans un appartement bourgeois avec du parquet, de faire brûler un peu de trucs brûlés pour... de cheminer la bougie qui sent la cheminée quand on travaillait dans des soi-disant chalets de montagne, de mettre un peu de musique de jazz. On vit complètement la situation, on la remplit, Puis à la fin du film, on rentre dans sa réalité, dans son appartement, ou le soir, il y a toujours une distance comme ça. Ouais, c'est usant. Ouais. Mais c'est peut-être la manière dont je le faisais aussi, mais c'est vrai que c'est usant, c'est une industrie, c'est énorme. Tu parles de reprendre ton souffle. Est-ce que ça sous-entend une forme de repos? Est-ce que tu te sentirais prête tout à coup à repartir sur un tournage ou dans une aventure du genre? Non. Enfin, une aventure du genre, une aventure toujours. Les tournages en tant que tels ou l'industrie du cinéma, j'ai pas l'impression que j'ai tellement envie, puisque j'ai eu pas mal de propositions que j'ai refusées. Beaucoup moins là récemment, évidemment, parce que ça va vite, mais j'en ai refusé une encore là. Donc non, j'ai pas tellement envie. Donc ça veut dire que tu ne veux pas non plus complètement tomber dans l'oubli des gens. Ça veut dire que je peux tomber dans l'oubli des gens ou que je suis OK? Alors justement, parce que j'ai l'impression que quand on choisit de reprendre son souffle,
Eh bien, c'est pas forcément toujours volontaire non plus, mais on est très très vite, en quelques jours, j'ai l'impression qu'on devient plus personne dans ce monde-là. Eh bien, ça ne devrait pas être un problème de devenir plus personne, de devenir soi, de devenir quelqu'un en réalité. Non, mais j'entends ta question. C'est une fois que tu sors de la... du circuit, c'est ça ta question. Oui. Eh bien, tu en sors définitivement. Sûrement, oui. Je pense que si on a la vraie volonté de revenir, on fait ce qu'il faut faire, non ? On appelle les 3 personnes, on se remet dans cette dynamique et dans cette envie. Moi, je n'en ai pas envie. Je pense qu'avec l'envie, on fait quand même beaucoup. Mais oui, une fois, on refuse un projet, 2 projets, 3 projets, on ne te rappelle pas toi, on rappelle la personne qui a fait le projet, ce qui est quand même super normal. Ce qui est normal, mais qui peut provoquer parfois, mais pas dans ton cas heureusement, peut-être quelques petites frustrations. Dans ces 15 ans d'intense activité dans le milieu du cinéma et du théâtre aussi, la peinture, le dessin t'ont toujours accompagné dans ces moments ? En fait, j'ai toujours eu des carnets de croquis, de dessins que j'utilisais ou pas. Mais des carnets où je notais plein de trucs, des carnets où je dessinais. En revanche, il y a un truc que je fais tout le temps. Mais ça, c'est ça, là. On ne voit pas ici, mais c'est un... Si, on voit. C'est un visage très stylisé. Tout le temps. Bon, voilà. Mais... De vraiment peindre, prendre le temps, il faut pouvoir le faire. On ne le fait pas entre deux TGV, de gribouiller, oui. Enfin, en tout cas, moi. Absolument, oui. De gribouiller, oui, mais pas de forcément construire un tableau, un grand format ou des choses comme ça. Ouais. Ça demande, je trouve, une énergie incroyable, du temps, et puis de l'abandon, et puis de pouvoir se tromper, rater, jeter, se retromper, refaire, reprendre, rater, réessayer. Enfin, ça demande... C'est un long chemin. Voilà. Alors, cette expo Matière vive, elle s'est terminée hier. Voilà, bienvenue la promo. Non, tu prépares autre chose, donc ça, c'est plutôt bien. Donc, Matière vive, ta première expo ici à Lausanne. Est-ce que tu te sens, Aude, un peu discrète par rapport à ce mode d'expression ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as, pendant certaines années, gardé peut-être pour toi ? Oui, on ne s'autorise pas tout le temps. Si tant est qu'on s'autorise. Mais de faire une exposition seule dans un espace aussi grand, avec quand même beaucoup de dessins, beaucoup de peintures, il y avait beaucoup de grands formats, il y avait quand même beaucoup de choses. C'est violent. Le chemin, on ne s'autorise pas comme ça. C'est violent. Juste avant le vernissage, j'ai failli partir. Ouais. Une demi-heure avant, je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce que je fous ? Je suis complètement folle. Est-ce que c'est très arrogant de faire ça ? Est-ce que je suis légitime ? Je suis une autodidacte de tout, même si j'ai fait une école d'art appliqué, même si j'ai fait une école d'interprétation dramatique, même si quand même je me suis toujours formée. J'ai été accompagnée, j'ai été très bien accompagnée par des gens qui m'ont énormément apporté et qui m'ont formée. De se dire, parce que tout a été fait mieux que toi avant, tout sera mieux fait après toi. Aujourd'hui, il y a des techniques incroyables. Moi, je ne maîtrise aucune technique, qu'elle soit c'est quoi tous ces trucs-là, les techniques de dessin, de photos incroyables, de retouche photo, ce genre de choses, donc juste de s'autoriser à raconter son langage pour ce qu'il est, parce que de le dire ça a déjà un sens. Parce que c'est le sien. Ouais. Et qu'il faut qu'il soit, tant qu'il est habité, il résonne. Et est-ce que du coup, c'était légitime ? C'est une question... extraordinaire. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Il y a eu des retours incroyables, oui. C'est assez intéressant parce que justement, dans la plupart des métiers que tu exerces ou que tu exerçais,
qui sont quand même culturelles, effectivement, dans le métier d'actrice et tout ça, il y a toujours une période de doute comme ça. Est-ce que tu as perpétuellement besoin de, entre guillemets, douter de toi? C'est assez intéressant parce que tu parlais clairement, est-ce que je suis légitime? Donc, on parle tous du syndrome de l'imposteur, Oui. clairement aussi dans les musiciens qui arrivent et me disent, mais moi, je autodidacte à la guitare, est-ce que j'ai le droit d'être sur cette scène-là? Est-ce que toi, dans ta vie, tu as perpétuellement besoin de rencontrer un petit peu ce sentiment de doute? Alors, besoin de douter, non. Mais douter, oui. Je fais pas... je doute tout le temps. Et en même temps, j'y vais tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu un défi dans ma vie énorme, qui me paraissait énorme, où j'avais le ventre, mais à l'envers, j'y suis allée quand même. Et ça, je crois que c'est un moteur incroyable. Parce qu'on plonge, il y a un vertige fou, mais on y va en ayant super peur de se brûler les ailes ou de se noyer. Ça, c'est sûr. J'y vais jamais solide. Après, j'ai des fondations incroyables, je crois, qui est d'avoir été, ça paraît un peu comme ça, je vais faire un petit quart d'heure de sensiblerie, d'avoir été inconditionnellement aimée pour ce que j'étais. Et ça, ce sont des bagages pour toute la vie, hein. Ce sont des fondations pour toute la vie. On se rattrape toujours. On est comme un chat. On se récupère tout le temps avec ces bases-là. Tu me disais en préparant l'interview que tu avais ce moment que j'imagine moi assez génial, c'est que tu redécouvrais toi-même tes œuvres quand tu les exposais, enfin quand tu les préparais pour être exposées. En fait, il y a tout un très long chemin de travail à l'atelier seul, où les choses sortent, on ne sait plus très bien ce qui sort pas, puis pour les grands formats, on les enroule, on les met de côté. Pour les petits, on les met dans une très grande pochette et on ne les réouvre plus. Et puis à un moment, on se dit que peut-être il va falloir quand même faire des choix, regarder, voir si ça tient. On en sort quelques-uns, on a peur, on trouve que rien tient. Heureusement, il y a 2-3 personnes un peu aimantes autour qui t'empêchent qui jettent la poubelle dehors et qui t'empêchent de tout déchirer. Et puis, le jour où vraiment on sort les choses, il y a les encadrements, c'est toute cette période-là, et que tout arrive et qu'on sort tous les dessins, toutes les peintures, tous les grands formats, avec leur force quand même d'être soutenus par un encadrement. Tout ça. Là, c'est étonnant. Hein. Je l'avais jamais vécu. Ouais. Quand même, c'est étonnant. Ouais. Je n'avais pas vu, je m'étais pas retournée en arrière, j'avais pas vu tout ce qui s'était passé. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de tes œuvres et en même temps on se trouve dans un média des moins appropriés, peut-être pour parler d'art visuel, à la radio évidemment. On va quand même tenter l'exercice et peut-être commencer par décrire tes techniques, les techniques que tu utilises. Et elles sont nombreuses, tu te permets beaucoup de mélange dans la création. Ouais. Je me permets parce qu'en fait, je cherche et que comme je n'ai pas la maîtrise d'une technique, eh bien, j'explore. J'ai exploré l'aquarelle. J'aime énormément le diffus, le passage d'une couleur à une autre. J'ai eu beaucoup de plaisir à plonger les papiers dans la baignoire et ensuite c'est comme des encres, quand on met une goutte, ça se diffuse complètement, il se passe plein de trucs. Et la chose géniale avec l'aquarelle, c'est que on pense au geste, on pense à ce qui va sortir et puis il y a une espèce d'énorme flaque de couleurs qui ressemble à rien. On se dit qu'évidemment, une fois que ça sera sec, on le mettra à la poubelle et puis en fait ça sèche. Et le geste sort. Et tout est là. Ça, c'est assez génial. Hein. On en revient à l'accident, presque. Ah bah oui, complètement. Ouais. Donc ça part d'un accident. Et puis du coup, de revenir avec du crayon aquarellable pour mettre un petit peu plus de précision. Et puis, il y a le jour où je suis passée au grand format. Et donc, à l'huile. Parce que l'huile, avec du white spirit ou des diluants, ça a la même volonté... ou la puissance, ou la transparence que l'aquarelle. Et alors là, il se passe encore plein de trucs assez incroyables, mais le geste n'est pas du tout le même. D'abord, physiquement, d'être face à un très grand format qui a taille humaine,
il ne se passe pas du tout la même chose. Et puis, au bout de 2, 3, 4 heures, 5 heures, il y a une espèce de transe. C'est épuisant, c'est sportif. C'est physique. C'est vraiment physique. Et puis, le fusain amène quelque chose de encore très différent. De mélanger le fusain avec le liant de l'huile, ça glisse. Il y a plein de choses qui se sont passées. Ça donne envie de tous les voir, ces tableaux. Et puis alors, on dit que c'est... Là, on est à la radio, on parle donc d'un art visuel, mais en réalité, moi, je pense que je travaille énormément dans la synesthésie. Donc, je pars vraiment d'une humeur, d'une odeur, d'une couleur, d'un son, d'une image, et je transforme. Donc, tout ça, ça peut s'écouter, non ? Ça peut se vivre. Tout ça s'écoute avec un plaisir énorme. On parle aussi de tes sujets, évidemment. Il y a des nus, il y a des paysages et il y a une présence complète et qui est tout le temps là, c'est le mouvement. Oui. Et je me demandais si c'était une recherche peut-être un peu de faire des parallèles avec ta vie professionnelle, ta carrière, qui était elle aussi très mouvementée. Est-ce qu'il y a des liens à trouver ? Alors, moi, je suis toujours en mouvement. Je ne suis pas du tout statique dans le travail, dans ma réflexion, dans ma vie, dans l'homme, avec l'homme avec lequel je vis, qui est extrêmement agité. J'ai des enfants, j'ai un adolescent et une petite fille de 7 ans, donc je suis en mouvement permanent. Et, et puis j'ai fait beaucoup de danse. J'ai fait 15 ans de danse contemporaine, je fais du théâtre, la manière dont je traverse les espaces, dont le corps est présent. En fait, le corps est très présent. Et lorsque je peins une forêt, un sous-bois, il y a des lianes, ça s'entrelace. En fait, on pourrait voir des corps, des jambes. Lorsqu'il y a un couple qui se... Dans ce que j'ai dessiné, j'ai remarqué que j'avais dessiné plein de couples, mais ça, je l'ai remarqué au moment de faire l'exposition et où j'ai dû donner des titres. Et j'ai vu couple 1, couple 2, couple 3. Je dis, mais c'est dingue. Couple 4, couple 5. Hop, il y avait un petit trio. Couple à 3. Et ensuite, nu, lac, racine. Voilà, et gestes. Mouvement et gestes. Voilà les titres des dessins et peintures que j'ai faites. Et donc, on remarque que même dans le couple, quand ils s'enlacent, il y a une espèce de tango, les jambes se croisent. Tout le travail sur le mouvement et le geste, sur les grands formats. Oui, c'est ça. Il y a un élan. Et c'est vif. C'est pour ça que je l'appelais matière vive. Parce que tout ce que je ressens, c'est vif. Je ne ressens pas beaucoup les choses à moitié, en fait. Donc, c'est épuisant pour tout le monde et moi même. Mais je ne suis pas calme. Je me suis complètement calmée, mais je ne suis pas calme. Non, très bien. Non, on avait une question justement sur non plus, Alex. sur Internet. Non, alors c'est vrai que moi je suis quelqu'un de totalement introverti. Moi je voulais savoir... Non, mais ça fait un petit moment, c'est ce qu'on nous dit aussi un petit peu sur Internet, ça fait un petit moment qu'on bataille, comme on dit chez nous, pour nos auditeurs internationaux, donc batailler c'est parler bien entendu, et puis j'ai envie de vous proposer une petite respiration musicale, si ça vous dit les copains. C'est un policier lausannois qui chante très très bien, il s'appelle Joël Murner, et je vous propose son titre Sweet Little Shelter. Vous êtes bien sur les 3 mousquetaires avec la fine équipe, et bien sûr Aude qui nous rejoint ce soir. Sweet Little Shelter. Monsieur Joël Murner, à tout de suite, on se retrouve exactement dans 3 minutes. Sweet little shelter from the rain. I've been looking for a place to hide. The sun was shining until yesterday, but somehow I got lost along the way. Sweet little shelter from the rain. Your arms wide open, soothe my pain. There is a new wind blowing again. So I close my eyes, spread my wings. I spread my wings. Would you know how I feel if without speaking
catch me while I'm running. I may fall over stumbling blocks on our way to the sky. Would you? I know you would. Would you? I know you would. Sweet little shelter from the rain. I've been looking for a place to hide. The sun was shining until yesterday, but somehow I got lost along the way. Sweet little shelter from the rain. Your arms wide open, soothe my pain. There is a new wind blowing again. So I close my eyes and spread my wings. I spread my wings. Would you know how I feel if without speaking I'd reveal all the tears in my heart, which I secretly guard? Would you know how to pray when there is nothing else to say? When all hope is gone, as we wait for the dawn. Would you? I know you would. Would you? I know you would. So I cry, yes I cry, and I cry on your shoulder, 'cause I found, yes I found rest on your shoulder. So I cry, yes I cry, and I cry on your shoulder, 'cause I found, yes I found rest on your shoulder. Une seule radio pour t'accompagner au boulot. Redline Radio. Redline Radio. Redline Radio. The best radio. Redline Radio. Il y a des choses dans ce monde qui méritent qu'on se batte pour elles. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous savons faire. Et tous vos Redline Radio. Bienvenue à toi si tu débarques sur la planète Redline Radio. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Aude de Nexon comme invité. Peut-être que tu es seulement en train de nous écouter. Tu rentres peut-être du Valais. Hein. Il fait moins de ski, mais il y a toujours des chalets. On parlait de chalets, ça m'a beaucoup parlé bien sûr. Était peut-être bloqué sur cette merveilleuse A9 que nous n'avons jamais connu son travaux entre Villeneuve et bien sûr Lausanne. Donc, si tu as la possibilité de nous écouter bien sûr sur le DAB, mais aussi de nous voir et de poser des questions sur nos différents réseaux sociaux. David nous a justement posé cette question: est-ce que le nouvel intervieweur est célibataire? Et puis la deuxième réflexion qu'il nous met, c'est: je le trouve charmant et excellent intervieweur. Voilà, merci en tout cas David pour ces réflexions. Si comme David, eh bien, vous décidez de poser ou vous avez envie de poser une question, que ce soit à l'équipe de Redline Radio ou à notre invité, eh bien, n'hésitez pas, ça se trouve sur la page Facebook de Redline Radio. Et c'est vrai qu'avec Aude, on a évoqué la présence dans beaucoup de tes œuvres de l'eau,
qui est aussi très présente dans ton enfance, puisque tu viens du nord de la France. Non, mais je veux dire, voilà, c'est au bord de la mer. T'es une ch'tite, quoi. Je suis une vraie ch'tite. Une vraie ch'tite, une vraie lausannoise aujourd'hui à côté du Léman, évidemment. Donc cette présence de l'eau, et je me posais la question, mais je suis complètement perturbé par ces commentaires de David maintenant. Moi, je le sens très gêné. Je vais rougir. Non, mais cette présence de l'eau... Ça nous parle bien, nous, le rouge ici. Moi, c'est plutôt jaune d'habitude. Mais l'utilisation de l'eau dans tes œuvres, dans tes tableaux, l'utilisation de l'eau pour troubler, peut-être pour diluer les traits, et peut-être parfois même cacher, diluer une identité. C'est vrai que tes personnages, tes nus, non, par exemple, que très peu de visage, ou pas de visage, il me semble. Eh bien, je m'en suis rendu compte à l'accrochage. J'avais peint de la même manière que j'ai remarqué que j'avais fait beaucoup de couples et un couple à 3. J'ai effectivement fait beaucoup de femmes nues sans visage. Or, mon père sculpte énormément de visages et peint énormément de visages. Marrant, hein. Je crois qu'entre lui et moi, on fait un seul corps. Non, là, j'improvise. Mais le fait de se cacher, je ne crois pas, mais d'apparaître, de se camoufler, d'être pas frontal. Ça doit sûrement... Tout ce rapport à cette buée, à cette eau. Et j'aime énormément aussi, par exemple, dans le travail d'Edward Station, je dis jamais bien, qui est photographe, il travaille énormément sur la brume. On sent cette pluie du Nord, d'ailleurs. Il travaille dans des gris, dans des blancs, dans des... La brume est là. Il y a une technique à la Renaissance italienne qui s'appelle le sfumato. C'est toutes ces glacis qui se confondent, le passage de la couleur à une autre. J'aime énormément. On est obligé de rebondir sur tu parlais de brume, et puis on fête les 20 ans de l'Expo 02. La brume, tu parlais du Nord, Yverdon, bien sûr. Voilà, j'étais obligé de la placer. Je te repasse la parole, mon cher Nico. Alors c'est vrai que cette présence de l'eau, de troubler un peu. Moi, je me demandais aussi s'il y avait une métaphore à faire avec peut-être des souvenirs, hein, le temps qui passe. Des souvenirs qui s'effacent dans la mémoire ou qui se troublent. Ça, c'est intéressant, ça me plaît. Je ne l'aurais pas pensé comme ça, mais le temps qui file, qui se faufile, qui défile, la vitesse, la rapidité, la mélancolie aussi, hein, quand même. Cette transparence, cette brume, ce sont des humeurs très mélancoliques. Moi, j'adore ça. J'adore les odeurs mélancoliques. Alors là, ils vont me prendre pour une folle. Mais il faut que tu m'en cites une ou deux quand même. Par exemple, quand on se balade très tôt, ou plutôt très tard sur le lac, il y a vraiment une odeur qui est différente de la journée. Hein. Parce qu'en fait, le soleil, ou j'en sais rien, ça tape pas de la même manière, ou le pollen en journée n'a pas la même... Et puis, il y a la vase en dessous. Et je trouve que cette odeur de vase, c'est vachement mélancolique, ça amène enfin bon, ça c'est mes trucs. Mais on a toutes et tous des odeurs qui nous rappellent l'enfance ou peut-être ou des périodes de notre vie, ce qui est assez intéressant. Il y a des madeleines de Proust en permanence. Même en odeur, enfin en goût. Je crois vraiment que d'avoir eu le nez dans la terre humide en Limousin pendant toute cette enfance, c'est vraiment des odeurs, même quand, par exemple, l'été, quand la pluie tape le goudron ou la terre, c'est pas du tout la même odeur que l'hiver. Absolument pas, non. Et je sens tout de suite l'odeur de cette pluie, la pluie d'été sur le goudron. Elle me revient et je crois qu'on va tirer jusqu'à 21h avec cette odeur de pluie. Non, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, depuis un petit moment, on a eu cette question sur le WhatsApp de la radio. Vous pouvez aussi poser vos questions sur le WhatsApp de la radio au 079 453 52 52 00 79 pour les personnes 41 79, oui, pour les auditeurs internationaux. Par rapport à l'enfance, mais justement, il est temps, et tu le disais, monsieur Nico, il est temps naturellement de célébrer quelque chose bien de chez nous quand même. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bienvenue sur Redline Radio, il est exactement tout pile tout poil 21h.
Redline Radio. Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch. Merci d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à nous écouter en ce dimanche soir. La question qui nous est parvenue justement sur le WhatsApp de la radio. Comment est-ce que, je pense pas que tu te sois réveillée à 5 ans dans ton lit en te disant j'ai envie d'être actrice. Est-ce qu'il y a, ou comédienne, est-ce qu'il y a un événement, quelque chose dans ta vie de marquant qui t'a fait prendre conscience de, justement, qui t'a fait transpirer, qui t'a fait vibrer comme ça, où tu t'es dit mais c'est ça, c'est absolument c'est ça, ce métier-là que j'aimerais faire. Oui, c'est très précis. J'avais 14 ans. Ma sœur m'emmène voir le spectacle d'une de ses grandes amies, Marie Liagre, qui travaillait à la compagnie à Villeneuve d'Ascq avec la Ligue d'improvisation. Mais là, pour le coup, elle faisait vraiment un spectacle. Je ne sais plus si c'est Phèdre ou pas, ça me paraît dingue. Moi, je ne pense pas que ce soit Phèdre quand même. Bon, je ne me souviens plus du titre de ce spectacle, mais ça m'a fascinée. Elle m'a fascinée, je l'aimais bien, cette amie, déjà, de ma sœur. Ma sœur a 6 ans de plus que moi, et évidemment, toutes ses amies et ses chers et tendres amoureux, je tombais évidemment amoureuse à chaque fois et j'aimais évidemment toutes les amies de Marine. Et oui, il y a une révélation. Quand je suis sortie de ce spectacle, je pense que j'en ai parlé et Marie m'a dit « mais tu sais que je donne des cours ». Et ça a démarré comme ça. Et je me disais « oh là là, quel rêve, je ne le ferai jamais. Oh là là, c'est quand même incroyablement génial, mais ça ne m'arrivera pas. » Mais dis donc, c'est vraiment, vraiment trop bien ce que je fais, mais c'est pas pour moi. Et à un moment, pourquoi ? Enfin, ça s'est fait. Bon, ça s'est fait, il y a eu plein d'autres trucs en même temps, mais voilà. Ça souligne quand même cette capacité et cette volonté de simplement faire des choses. Et ça, c'est déjà très, très important, je pense, à souligner. Si on en revient à tes œuvres, et notamment une série que j'ai vue sur ton compte Instagram, qui est intitulé comme quelques autres séries Recherche. Je pense que c'est simplement tes recherches que tu fais et que tu partages avec tes followers. C'est une série de 5 aquarelles qui représentent des paysages du Léman, bien sûr, et des Grisons aussi, et encore d'autres lieux, tu me l'as dit tout à l'heure. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que simplement, c'est une série, 5 tableaux, qui sont d'une unité parfaite. On dirait que ça a été peint à une centaine de mètres de distance, quoi. Ouais, ça c'est marrant. Ouais. Alors, c'est toujours marrant d'entendre en fait les autres parler d'un processus qui n'a pas été le tien à ce moment-là, mais finalement qui résonne et qui a quand même il y a une vraie suite. Le même geste, sûrement. Le vocabulaire qui change, mais le même geste. Je me suis énormément baladée ici. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte à quel point nous avons eu une chance incroyable pendant le Covid. C'est que nous, on vivait quand même quelque chose que les autres ne vivaient pas. On pouvait se balader partout. Moi, je suis fascinée par votre pays. Fascinée. Je suis allée en Engadine, dans les Grisons, à Sils Maria, à Soglio. Je suis allée dans le Valais, à Evolène, à La Sage. Enfin, je suis allée je suis allée manger la raclette au feu de bois de Raymonde. Je trouve ça. Moi, je suis complètement saisie. Il y a des univers, des ambiances. Il y a des endroits qui n'ont pas bougé, ce qui est extraordinaire. Alors pour quelqu'un qui en plus fait des décors de cinéma et j'ai pas mal travaillé quand même sur des époques. Ça c'est assez fascinant. Et puis le lac Léman, j'ai la chance de commencer la journée tous les matins en marchant 5-6 km sur le lac. Ce qui m'est jamais arrivé dans ma vie au quotidien, de faire ça. Tu marches sur le lac. Moi, je marche sur le lac parce que j'ai des pouvoirs. D'abord. Et on dit pas ça. On dit pas je marche sur le lac. On dit je marche à côté du lac. Je marche sur le lac. Ben je marche sur le lac. Je marche quoi ? Autour. Oui. Ouais. Enfin, je sais pas comment on dit à Neuchâtel. On a compris que c'est ça. Voilà. À côté, une balade. À côté, c'est mieux. Ah bon, vous dites je marche à côté du lac. C'est franchement, ça fait plouc. Hein. Moi, d'accord. Je marche à côté. Très bien. Tout le côté dithyrambique de la Suisse, j'adore votre produit. Ouais, mais ça fait un peu plouc quand même. Mais ça se dit, pardon, alors là, je marche à côté du lac. Je trouve que c'est vraiment bizarre, mais on va pas peut-être... Oui, voilà, je crois qu'on a compris le sens de ta phrase et
de tes marches quotidiennes. Et tous les jours de toute l'année, de toutes les saisons, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Mais est-ce que tu trouves un lien, ce lien que moi je trouvais dans tes tableaux, est-ce que toi tu le trouves aussi entre un paysage vaudois, lémanique et au Grison, dans les Grisons? Enfin, pour moi c'est très très différent, les ambiances sont très différentes, mais en même temps ça m'a frappé dans tes tableaux. Qu'il y avait la même humeur? La même humeur, oui, je pense que c'est ça. Ouais. Alors, je pense que je peins assez peu des paysages où la lumière est à midi. Donc il y a cette espèce d'éclat bleu. Je crois que je suis beaucoup plus dans la lumière du matin, la lumière du soir et ce que j'ai vu dans la brume d'hiver. Quand je suis allée, je pense que c'était en novembre, quand je suis allée à Soglio. Et à un moment, les nuages on était en lévitation, en fait. On était dans les nuages. Et là, on voit juste les cimes. Et donc, toutes les couleurs, la palette est sépia. Et c'est quand même assez dingue. Et puis, le sol, toutes les pierres au sol, à Soglio, par exemple, sont de la couleur de la crête des montagnes. Bon, ouais, voilà, moi je trouve ça dingue. Non, c'est vrai que c'est très très beau, mais je trouve que ça se ressent vraiment beaucoup sur ces tableaux. Alex, tu te moques de moi encore? Non, je me moque, mais jamais. De moi. Je marche à côté du lac. On a une intervention d'un pêcheur semi-professionnel, monsieur David German, qui salue bien sûr toute l'équipe de Redline Radio, ainsi que notre invité, dit je marche au bord du lac, tout simplement. Donc tout bêtement. Merci beaucoup. On avait aussi bien sûr une question de monsieur Xavier. Oui, effectivement. Non, je trouve ça... C'est là que ça se passe. Pardon, je trouve ça dingue. À côté du lac, on n'a pas trouvé au bord du lac, et moi sur. C'est ça aussi la radio. Heureusement qu'on a un pêcheur. Hein. Ouais. Vas-y mon Javier. Alors, moi, il y a un truc qui m'a frappé. Tu as parlé d'odeurs. Oui. De différentes odeurs, que ce soit le matin ou le soir. Est-ce que ça te donne des inspirations? En fait, je pense que ça me met dans un état. Et je sais pas comment le raconter, c'est vrai que c'est étrange. Ça c'est intéressant parce que le lundi... L'iode, par exemple, pardon. Le lundi soir, on reçoit avec Flavio dans le fil rouge plusieurs écrivaines qui nous disent mais est-ce que typiquement toi tu dois te entre guillemets mettre en condition? On sait qu'il y a beaucoup d'écrivains qui vont dans le petit café en bas de chez eux parce que ils écrivent dans le café. Est-ce que toi justement quand tu dois peindre, tu parlais de transe qui est un mot quand même assez fort comme ça, tu vois? J'ai un peu exagéré. Non, mais est-ce que tu dois te mettre un petit peu en condition? Justement, est-ce que tu peindrais la même chose si tu fais pas ta marche de 6 km au bord du lac que si tu l'as fait ou si tu l'as fait pas, par exemple? Au bordel lac, non? Au bordel lac. Tout change. Non, bordel, c'est bon. 21h, c'est bon. Tout change. Entre si je peins chez moi dans le salon ou si je peins à l'atelier, c'est radicalement pas la même chose. Si je marche 1 heure le matin ou que je prends la voiture et que je vais directement, c'est radicalement pas la même chose. C'est vrai. Hein. D'abord, quand on marche comme ça au bord du lac, il y a quand même un état méditatif de réflexion et puis on se nettoie, on se vide, on fait une espèce de reset, quoi. Ça se dit reset. Et puis il y a la musique. Il y a un nu bleu, une dame bleue là, que j'ai peint sur... il y avait un mélange entre Eminem et un autre rappeur américain. Alors, c'est pas forcément une musique vers laquelle je vais tout le temps. Ce jour-là, c'était ça. Puis il y avait une odeur très forte d'huile. Et puis, j'étais seule dans l'atelier. Je suis pas toujours seule. Et j'ai pu mettre la musique extrêmement forte. Et puis, tout est sorti avec une espèce de frasque bleue comme ça, de gestes. Tout change. Réellement, hein. C'est pas un faux truc, ça. C'est assez fascinant.
l'implication des éléments qui t'entourent et qui t'inspirent justement sur le moment. Moi, il y a encore une chose que je voulais te demander, c'est le lien en fait finalement qu'un artiste tisserait avec son œuvre. Il y a sur Instagram des séries de photos aussi dans lesquelles tu poses devant tes tableaux, mais tout est harmonisé. Enfin, c'est pas une bête photo de presse, j'ai envie de dire. Tout est harmonisé. Les teintes de tes habits sont totalement harmonieuses avec celles de tes tableaux. Et je me demandais si toi, tu avais une volonté de faire partie de ton œuvre ou de t'y fondre. Alors, ces photos-là, ce sont des accidents, mais dont je n'avais pas pris conscience. Et quand je les ai vus et quand ça s'est passé, on s'est dit qu'on allait pouvoir sûrement s'en servir et en faire quelque chose. Et il y a une logique finalement là-dedans, parce que j'imagine qu'entre le geste, la toile, le corps, la danse, tout ça, il y a quand même une notion de performance dont je n'avais pas pris conscience, hein, mais qui est évidente. Donc, comme elle est évidente et comme tout ce langage-là, finalement, se lie, tous ces vocabulaires-là différents, eh bien, je pense que je vais m'en amuser plus encore. Ça donnera lieu à des futurs projets. Ah oui, il y a des envies éventuellement de réfléchir à proposer quelque chose dans des musées, à l'Ermitage ou à MCBA. À mon avis, ça se fait déjà, mais entre le passage d'une thématique ou d'un tableau sans faire de la paraphrase et sans expliquer, on est un petit collectif là d'artistes. Il y en a une qui chante, qui fait de la... Bref, il y a un metteur en scène, il y a du théâtre, il y a de la peinture, il y a de la voix. On se demande de quelle façon on pourrait faire quand même quelque chose. Moi, j'ai vu ça pas mal à l'Orangerie à Paris et au Palais de Tokyo. Ici, forcément, ça se fait. Et je sais pas de quelle façon, nous, on pourrait apporter quelque chose en plus. Voilà. Ou quelque chose de différent. Et oui, alors ces photos auxquelles vous faites référence, la première... je l'ai ressortie au moment où on m'a demandé pour la presse et je l'avais même pas remarqué, j'avais même pas vu. Que tout est dans les bleus, je pense que c'est celle-là. Et la toile, et le tablier, et tout est, et l'écharpe, et tout se répond. Ça, c'est quand même génial, ces accidents-là. Et l'autre chose qui s'est passée, qui est un pur accident, c'est qu'il a fallu que je fasse les photos de tous les dessins et les peintures pour faire un catalogue chez un photographe. Et j'étais habillée exactement dans les mêmes teintes que le couple de rousses. Et je n'avais pas vu que je sortais du tableau. Il a pris la photo, et ça, c'était dingue. C'est vraiment amusant. C'est génial, justement, ces accidents qui se passent au niveau de tous les médias, justement, qu'un photographe vienne créer un accident devant ton tableau et tout. Enfin, je trouve que tout se recoupe bien et c'est très, très harmonieux. En fait. Et je me suis demandé à un moment donné, je me suis dit, mais attends, c'est complètement arrogant, je ne vais pas commencer à me mettre, à me mettre en scène alors que c'est soit le tableau, soit toi, mais enfin bon, mélange pas tout, c'est absurde. Et finalement, en fait non, c'est là, c'est comme ça. Puis ça se passe comme ça. Puis ce mouvement de passer du geste au nu, à la toile, à moi, à tout, voilà, c'est comme ça en fait. On a une question qui nous vient d'Internet, justement. Y a-t-il des peintres suisses qui pour toi sont, que tu admires ou qui sont source d'inspiration ? Alors, je vais pas m'en souvenir là tout de suite. Parce que oui, il s'est passé plein de choses sur Instagram ces derniers temps. J'étais pas du tout active sur ce réseau, puis je suis devenue très active pour justement essayer de rentrer dans Lausanne au moment de l'exposition. Et il y a eu plein de rencontres que j'aurais jamais faites. Et plein de jeunes artistes. Alors Bernard-Henri Desrousseaux, il est français, mais il vit en Suisse depuis 20 ans. Vous l'avez reçu. Bon, lui, c'est énorme pour moi. C'est une rencontre incroyable. Et puis, il m'a tenu la main jusqu'à maintenant. Et cette exposition, je ne l'aurais jamais faite s'il n'avait pas été là. Il y a un jeune artiste qui s'appelle Pierre Gaffner, que j'ai découvert sur Instagram. Je trouve que c'est vachement bien ce qu'il fait. Il y a Nina Hoffman qui fait des femmes qui se recroquevillent, qui enlèvent comme ça dans un mouvement... leurs vêtements. Il y a... c'est pas facile parce qu'on est à la radio, alors du coup je sais que j'ai pas le temps de chercher et comme j'ai pas une mémoire immédiate de tout ça,
Je confonds tout là. Hein. Ça m'énerve. Après 1 heure d'émission, c'est Attends, relativement normal. Ouais. Mais donc Non, oui, je on sais a, pas. on a entendu quelques noms effectivement qu'on peut effectivement retrouver aussi sur Instagram. C'est assez marrant quand tu parles de ce réseau-là et puis de voir que finalement on peut, grâce à ce réseau social, se faire un réseau professionnel et découvrir des choses dans l'art contemporain. En fait, Ouais, bah, les algorithmes sont bien faits. Hein. Ouais. On est attiré par les mêmes aspirations poétiques, culturelles, artistiques, avec les mêmes genres d'affinités. Et j'ai trouvé que c'était un outil assez incroyable sur cette exposition. Les gens sont venus d'Instagram. Ah, ça, c'était amusant. Hein. Ça m'énerve parce que j'ai plein d'artistes dessus dans la tête. Justement, par rapport à Instagram, moi je trouvais assez intéressant, c'est ce côté un petit peu, ça reste malgré tout assez virtuel, assez limite, pas toujours forcément très authentique, parce que je n'ai jamais vu, où on voit très rarement des photos moches sur Instagram. Comment est-ce que toi tu gères un petit peu l'authenticité de tes œuvres avec justement le côté virtuel d'Instagram peut-être ? Claire Nicole, pardon. Ça y est, la machine est en route. Pour essayer de retranscrire au mieux, en fait, c'est ça que tu veux dire ? Moi, on perçoit à fond l'authenticité que tu as envie de faire découvrir dans tes tableaux, le mouvement, tout ça, les odeurs dont tu nous as parlé, ça fait 1 heure qu'on en parle. Justement, Instagram, c'est pas forcément tout ça. Justement, c'est même un petit peu l'antithèse de tout ça, j'ai envie de dire. Voilà, on perd toute la matière et on perd toutes les différences de matière et de technique, ça c'est sûr. Sauf sur les dernières photos, parce qu'elles ont quand même été super bien faites chez un photographe et tout ça, mais enfin quand même. Il y a la lumière en plus qui est différente, et on perd réellement la notion d'échelle. Mais un très grand format sur Instagram, c'est rien. Si un très grand format qui est mis à côté d'un tout petit format, ça s'aligne, c'est particulier. Ça n'a pas du tout la même résonance. Mais bon, Instagram, il faut savoir mettre un peu en scène la photo qu'on va coller avec l'autre photo, qu'on collera avec l'autre photo du haut, du dessous, de l'est, de l'ouest, et tout ça, finalement pour faire un ensemble. Donc on raconte pas vraiment la même chose. Puis on doit mettre c'est amusant en tant que tel, comme un jeu, mais évidemment que la présence des images, ça n'a rien à voir. Tu parles d'ensemble créés virtuellement sur Instagram. Je me demandais si dans tes œuvres, les vraies, les grandes, il y avait un fil conducteur, un ensemble, quelque chose où on se dit, tiens, ça c'est de la logique d'une série peut-être. Dans les grands formats. Dans les grands formats, dans toutes tes œuvres que tu as exposées dans le cadre de cette exposition. Dans les grands formats, il y a une dimension au geste qui est vraiment différent. C'est-à-dire ça s'agite très fort. Sur 3-4, il y a une espèce de tonnerre qui se passe, de grands tourbillons, de vitalité. Il y a un truc très, très fort dans les grands formats qui s'est passé. Et puis, il y a les couples et les nus. C'est quand même plus doux. Une autre histoire. Ça s'accroche comme ça. Il s'accroche un peu le cœur, la poitrine. Mais ils sont presque effacés, suggérés. Et hop, ils sont là, puis hop, on ne sait pas. Ouais. Voilà, ouais. Les grands formats, c'est ça. Et les grands formats, je peux le dire, je suis assez contente, je suis très contente même. Parce que l'exposition s'est terminée hier soir, mais aujourd'hui on a fait le démontage et en fait j'ai appris là aujourd'hui que mes grands formats partaient à la galerie L'Univers en relais pour l'été, en villégiature pour l'été. Ils partent dans la vitrine 15 jours, je pense, rue Pépinet, la grande vitrine. Et ensuite, ils partent l'été avec d'autres artistes suisses, dont là, pour le coup, je vais pouvoir parler. Avec Arduino Cantafora, Daniel Frank, Nina Hoffman, Ruta Josionit et Mouma. Ils partent l'été avec eux. Alors, c'est la première fois que je vais confronter d'autres artistes, enfin, confronter Berck, que je vais
je sais pas comment on dit. Je vais être accompagnée avec d'autres Oui, artistes. mélangé, je pense. Oui, Ouais. En tout cas, se faire découvrir. Cette notion d'avoir une œuvre qui part en balade, je trouve que c'est assez joli, ne serait-ce que pour une villégiature dans une vitrine. Mais c'est un relais pour l'été. Ouais, oui, relais, villégiature, on trouve les mots qu'on mérite. Mais comment tu te sens, toi, par rapport au fait de laisser partir une œuvre? Laisser partir une œuvre chez quelqu'un, ou simplement la laisser sortir de ton atelier? c'est franchement bizarre. Et je me suis dit, oh non, tombe pas là-dedans, ça va, tu fais ça, tu fais ça d'abord pour montrer, puis ensuite pour passer le relais. Ah, c'est pas très beau non plus. Ah si, elle est jolie avec le relais. Non, ça c'est joli quand même. Pour qu'il y ait une autre histoire, pour qu'il y ait une autre vie, et puis que surtout ça ait une empreinte chez quelqu'un et que ça puisse amener un voyage différent pour chaque personne. Enfin, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir animer ou je sais pas quel rapport chaque personne a avec une œuvre qu'il remporte chez lui, si c'est tendre, si c'est dérangeant. En tout cas, si la personne est quelque peu modifiée, je trouve c'est génial. Mais du coup, est-ce que ça te laisse un vide, toi, qu'il faudrait recombler, qu'il faudrait combler? Moi, il y en a certains, c'est compliqué quand même. Alors, évidemment, il y en a certains qui vont aller chez quelques personnes que je connais et je me dis, c'est tellement facile de pouvoir aller leur rendre visite. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est très bizarre et je crois que j'ai pas voulu vraiment y penser. Il y a eu beaucoup de choses là. Il y a eu le montage, le vernissage, toute la semaine où il y a eu du monde que je connaissais pas, avec qui il a fallu, pas avec qui il a fallu, avec qui il s'est passé quand même plein de choses. Et puis j'ai démonté aujourd'hui, et puis là je suis chez vous, carrément sur les genoux. Donc demain je pleurerai, mais pas ce soir. Non, mais voilà, c'est une chance, c'est une vraie chance d'avoir une vie qui continue. Ouais. Et surtout que c'est parti de quelque chose que tu découvres et puis dont tu n'as pas forcément voulu montrer immédiatement une facette. Donc un accident qui se termine bien, quoi. Ah ouais. J'espère qu'il ne se termine pas, qu'il confirme un premier chapitre et qu'il en ouvre un autre. Pour moi, c'est ça qui était vraiment tellement important, c'est de se dire, ok, il s'est passé tout ça. Finalement, toute cette exposition, réellement, ça a confirmé un premier chapitre, mais le travail, il commence maintenant, en revanche. Vraiment, le gros travail d'exigence et d'être au plus près de ce qu'il y avait de plus juste dans cette exposition, parce qu'il y avait aussi un peu tout, et toutes les recherches, et l'atelier, et un peu tous les mots. Là, il va falloir rassembler, se concentrer et aller vers ce qui me semblait, moi, juste, mais vers lequel je me cachais encore. Voilà, ça c'est vraiment bien. Très bien. Moi, j'avais immanquablement cette question, parce que c'est vrai, moi je trouve que c'est une bonne question. Il y a bien un moment, typiquement, un de tes tableaux peut trouver acquéreur. Alors, je ne sais pas si potentiellement tu veux les vendre, mais potentiellement oui. Comment ça va se passer le jour où ton tableau va partir, je ne sais pas, moi, à Abu Dhabi, où tu pourras justement pas aller chez ton voisin de palier, ding dong, bonjour, invite-moi boire un café. Ah, est-ce qu'il est cool ce tableau. Enfin, t'as compris mon truc. Est-ce que tu t'es préparé peut-être un peu psychologiquement comme ça, au déchirement de voir une œuvre, entre guillemets, te quitter? Et surtout, de choisir peut-être le destinataire final. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu te permets de faire? Tout ça, ce sont des questions qui sont arrivées cette semaine. Donc là, ça y est, j'y suis. C'est-à-dire que là, elles sont emballées à l'atelier, à la galerie, mais demain, elles partent. Pas au Louvre d'Abu Dhabi, mais... Mais demain, elles partent chez des gens que je ne connais pas, pour certains. Donc... Très bien, tu parles du Louvre et je suis obligé de vous placer une petite rubrique que je trouve tout à fait délicieuse. Je vous laisse écouter. La blague à deux balles d'Alex. La blague à deux balles d'Alex. Savez-vous quel est le rêve de toutes les araignées? Je mets un petit plan large. Est-ce que vous savez quel est le rêve de toutes les araignées? De faire une toile au Louvre? Non.
de voir ces toiles exposées au Louvre. Merci, monsieur Nicolas. Voilà, c'était bien sûr la blague à 2 balles d'Alex. Bon. Vous connaissez le travail de Thomas Saraceno ? Non, qui est Thomas Saraceno ? Alors, Thomas Saraceno, c'est un artiste qui a travaillé sur les toiles d'araignée et qui a fait une énorme installation au Palais de Tokyo et qui maintenant on a un peu partout. C'est magnifique parce qu'il met ses toiles d'araignée dans le noir et il les éclaire. Et en fait, c'est vibrant, c'est complètement fou, quoi. Il a fait Après, il a écrasé les toiles d'araignée avec un jet d'encre sur du papier. Il y a tout un travail sur la précision de la dentelle de ce que font ces magiciens, ces magiciennes. Ces magiciennes, Il y a quand même des garçons chez les araignées ou pas ? Je crois qu'il y a monsieur et madame araignée. Il faut savoir qu'il y a aussi des recherches militaires qui ont été faites sur les toiles d'araignée parce que c'est un matériau qui est tellement solide que vraiment scientifiquement il y a eu beaucoup de recherches. Voilà. Je crois qu'on se dirige gentiment. On a encore une question, enfin c'est plutôt un commentaire qui, Myriam nous dit, artiste super inspirante, c'est génial de savoir comment elle vit les choses, connaître les coulisses, son ressenti, etc. Génial émission, merci beaucoup, merci Myriam. Je le disais, on se dirige déjà gentiment vers la fin de cette émission pour toutes les personnes malchanceuses qui n'auraient pas pu assister à l'ensemble de cette... On a carrément débordé, mon Dieu. Mais on déborde pas, on n'est pas à la RTS ici, ma chère Aude, donc on fait la RTS toujours cette comparaison avec. Est-ce que tu es heureux d'avoir placé ça ? mais je la place à chaque émission de toute façon. D'ailleurs, on leur fait plein de gros bisous. On est extrêmement reconnaissants qu'ils nous mettent à disposition leurs nouvelles. C'est une chance pour nous. Je le disais, vous pouvez retrouver cette émission bien sûr sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que sont bien sûr notre page Facebook Redline Radio ainsi que celle des 3 Mousquetaires qu'on vous invite à liker. Elle se retrouvera sur notre chaîne YouTube ultérieurement parce que bien sûr nos amis américains nous en ont encore fait une ce soir. Oui, celle-là aussi j'essaie de la placer à chaque émission et la dernière que je place sur nos amis américains, vous la retrouvez pas tout de suite parce que bien sûr il faudra que la NSA et le KGB analysent l'ensemble de ce qu'on a raconté ce soir. Monsieur Xavier, on a beaucoup parlé de voyage, de Paris, de l'île du Toulousain, un moyen de nous écouter dans ces différentes destinations, même à Abu Dhabi. Effectivement, alors grâce à vos smartphones, il y a 3 applications que vous pouvez télécharger sur vos smartphones. On a l'application TuneIn, on a l'application Online Radio Box ou on a l'application Suisse Radio Digital. Une de ces 3 applications que vous téléchargez et vous faites la recherche Redline Radio et vous la mettez tout simplement en favori. Voilà, un site internet. Ah bah tiens, juste un truc quand même, Aude. Oui. Est-ce que tu donnerais justement peut-être ton compte Instagram, enfin, fais un peu ta promo, parce que c'est sûr que tu as aiguisé non seulement les oreilles, mais les yeux aussi de nos nombreux auditeurs. Est-ce qu'on peut suivre un petit peu ton travail sur les réseaux sociaux ? Oui, mon Instagram, c'est Aude Charlon, comme le nom de mon père, mon nom en fait, de Nexon. Aude Charlon de Nexon. Pour aller découvrir toutes ces œuvres et encore d'autres choses. Je crois qu'il y a 2-3 coups de cœur aussi de tableaux que tu as ou d'œuvres que tu as vues dans des musées suisses notamment. Donc il y a pas mal de choses autour de ta personne et bien sûr de tes inspirations, je vais dire. Oui, je le faisais beaucoup au début, puis après j'ai arrêté parce qu'en fait ça se mélangeait. Mais j'ai quand même gardé l'historique. Est-ce que j'ai le droit de lire une phrase d'Henri Miller ? Tous les droits, je coupe le tapis. Hop, tchac tchac, à toi l'antenne de Redline Radio. Ne pas dire un mot de toute une journée, ne pas voir de journal, ne pas entendre de radio, ne pas écouter de commérage, s'abandonner absolument, complètement à la paresse, être absolument complètement indifférent au sort du monde, c'est la plus belle médecine qu'on puisse s'administrer. Henri Miller. Oh. Waouh, et ça, voilà. Et c'est beau. Alors, le côté comédienne aussi. Je suis un petit peu moins convaincu pour pas écouter la radio. Nous, on vous encourage naturellement à écouter la radio, un site internet www.redlineradio.ch. Voilà. Il est temps
de se quitter. Toute bonne chose a une fin. Merci, monsieur Nicolas. On se réjouit de te retrouver naturellement au micro de Redline Radio. Est-ce que tu nous fais vite un petit programme peut-être? Qu'est-ce qu'on va retrouver de sympa sur Radio Rocher cette semaine? Eh bien, sur Radio Rocher, c'est un peu calme, mais ce que j'essaye de mettre en place, c'est une série d'émissions dédiées au métier de la culture. Et j'ai eu la chance d'interviewer tout récemment une de mes collègues, Sophie Varidel, qui, elle, est guide à la collection de l'art brut à Lausanne. Donc, elle me parle un petit peu de ce métier-là. Du coup, je vais en profiter pour découvrir d'autres métiers dans les musées, dans la culture, dans les théâtres, et puis d'essayer de faire une petite quotidienne avec chaque fois un portrait de ces ouvriers de l'ombre. Très bien, merci infiniment. Pour nous, ce soir, les émissions en direct s'arrêtent, mais vous retrouvez naturellement la retransmission des collaborateurs, ce qui est notre émission hip-hop, naturellement, Lausanne, un petit peu la musique, tu parlais d'Eminem, bien sûr, eh bien, vous pouvez retrouver les collaborateurs. Demain, on en parlait aussi durant cette émission, Le Fil Rouge, on a la chance de recevoir l'autrice Christine Pompei, qui viendra nous parler justement un petit peu de toute son activité. On se réjouit, ça se passera naturellement à 19h30. Il faut savoir qu'elle est auteur de livres pour enfants. Voilà, merci en tout cas à tous et à toutes de votre fidélité. On va se quitter avec une artiste suisse qu'on aime beaucoup, c'est Sophie Dequet avec son titre Rooftops. Excellente soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. Merci. Say goodbye. We come, we go, they call us Wygoran. Behind the haze, we found our oxygen. We're in the city of the future. Expats embracing a new culture. Watching